Un changement humain. Lors de ma campagne électorale de candidat à la candidature à l'élection présidentielle française de 2002, j'affirmais, et continue de le faire, que le modèle de société destructeur qui s'est imposé à toute la planète n'est pas rafistolable. S'acharner à le maintenir comme le fait la gouvernance du monde est vain et ne fait qu'en prolonger l'agonie. Les effets désastreux induits ne cessent de s'amplifier. Les ajustements géopolitiques nécessaires à un nouvel ordre mondial sont incompatibles avec le principe de croissance économique illimitée. Les évolutions climatiques, écologiques, économiques et sociales, prévisibles comme imprévisibles, nécessitent une créativité sans précédent. La sobriété heureuse ne peut se réduire à une attitude personnelle repliée sur elle-même. Partant d'un art de vivre personnel, nous sommes impérativement invités à travailler à la sobriété du monde. En passant de la logique du profit sans limite à celle du vivant, il est question, en langage savant, de changer de paradigme. Mettre l'humain et la nature au cœur de nos préoccupations. Refonder l'avenir sur la logique du vivant implique d'abord de renoncer aux mythes fondateurs de la modernité qui sont incompatibles avec ce propos. Il est absolument certain que la sobriété, si elle devait se propager, serait un formidable antidote aux excès destructeurs. Changer de paradigme signifie, selon nos aspirations, mettre l'humain et la nature au cœur de nos préoccupations et tous nos moyens à leur service. Alors on se surprend à rêver à des rencontres au sommet de toutes les nations, enfin conscientes que la planète Terre n'est pas un gisement de ressources à épuiser, mais une très précieuse oasis de vie. Les biens absolument vitaux qu'elle recèle doivent être protégés par une réglementation spécifique. Il faudrait voter des résolutions radicales pour en préserver l'intégrité. Les forêts, le sol nourricier, l'eau, les semences, les ressources halieutiques, etc. doivent impérativement être soustraits à la spéculation financière. Il est navrant et révoltant de voir le patrimoine vital de l'humanité et des innombrables créatures qui partagent son destin être sans vergogne, subordonnés à la vulgarité de la finance. Seulement après que le dernier arbre aura été coupé, que la dernière rivière aura été empoisonnée, que le dernier poisson aura été capturé, alors seulement, vous découvrirez que l'argent ne se mange pas. Cette prophétie est pure intelligence, celle des peuples autochtones, premiers, traditionnels, peu importe les qualificatifs. La protection de ces peuples, témoins vulnérables et innocents contre l'arbitraire et la méchanceté des peuples dits civilisés, devra être inscrite dans les priorités par les lois rigoureuses. Aux exactions directes s'ajoutent les génocides par confiscation et destruction de leur milieu naturel, avec lequel ils ont appris à vivre en une symbiose parfaite depuis les origines. Il faut également considérer ces milieux comme des biens communs qu'ils ont su préserver. Nous devrions pour cela leur être reconnaissants. L'abus de pouvoir et le mépris dont ils sont victimes confinent à la lâcheté et constituent une offense à l'humanisme le plus élémentaire. Les magnifier à l'excès n'est probablement pas juste non plus. Ces communautés ont également leurs imperfections, des comportements à changer. Je suis souvent interpellée et choquée par la place très effacée réservée aux femmes. Cependant, ces peuples encore fortement reliés au fondement de la vie nous témoignent, par leurs convictions les plus profondes et leur manière d'être, que l'harmonie entre les humains et la nature, comme fondement de l'écologie, est possible. Leur droit à exister sur leur territoire, selon les valeurs qui les animent et qui donnent sens à leur vie, comme pour chacune et chacun de nous, est tout simplement légitime. Notre engagement en faveur de ce droit ne doit pas être dénaturé par la pitié ou la condescendance. Leur comportement et leur message contribuent à nous éveiller au caractère sacré de la vie. Un rééquilibrage masculin-féminin. Que le mythe de l'homme démiurge soit un concept masculin, que la civilisation technologique exalte particulièrement, est confirmé par l'absence d'implication du féminin dans cette civilisation-là. Jusqu'à preuve du contraire, exception faite de Marie Curie, aucun des domaines d'innovation sur lesquels se fonde le paradigme de la modernité technico-scientifique n'a été historiquement marqué par l'apport du féminin. Pas le moindre piston, carburateur, émetteur d'ondes électromagnétiques, etc., qui soit issu du féminin.
Cette réalité, loin d'être anodine, met en évidence les caractéristiques d'un masculin voué au culte outrancier de la puissance, qui nous vaut un monde aussi violent et que le féminin protecteur de la vie aurait sûrement modéré. Le témoignage le plus incontestable de la puissance féminine en tant que gardienne de la vie que j'ai pu admirer eut pour théâtre le Sahel. Dans les années 80, les récoltes avaient été anéanties par la sécheresse et la nourriture a cruellement manqué. En ces circonstances, l'impuissance de l'être humain confine à l'humiliation. Les hommes en plein désarroi furent contraints d'aller chercher du travail ailleurs, ou couvrir de ce prétexte leur fuite. Les femmes chargées d'enfants ont déployé une énergie vitale insoupçonnable que le harassement semblait renouveler ou aiguiser, plus qu'épuiser ou émousser. Elles allaient en troupes vaillantes dans le désert pour, battant durant des heures une plante qui s'accroche aux vêtements par ses petites griffes, le cram-cram, en extraire laborieusement une graine de survie. L'épreuve extrême dont ces femmes démunies de tout ont triomphé m'a profondément émue, emplie de gratitude et d'amour, et m'a inspiré une petite évocation. Peut-être devons-nous demander en un dernier courage aux femmes gardiennes de l'eau, du feu et de la terre, de la vie, de gravir les grandes éminences sacrées et faire offrande au crépuscule du reste de notre ferveur pour que demain ne soit pas sans lumière. Nous n'avons également jamais cessé d'attirer l'attention sur le drame que représente la subordination universelle du féminin au travers des femmes. La logique nouvelle ne peut se borner à une attitude qui confine au fatalisme face à ce problème, qui est à l'origine du déséquilibre de notre histoire. Il est urgent de prendre en compte la nécessité absolue d'un rééquilibrage masculin-féminin, et ce, dès la phase d'éducation des enfants. Il ne s'agit pas, selon nous, de la sacro-sainte parité, mais du rapprochement et de l'harmonisation dynamique des valeurs et des sensibilités, des talents, dont la complémentarité peut sauver le monde. À propos des femmes dans la société moderne, une question délicate reste alors à examiner, qu'il ne serait pas juste d'éluder si nous voulons être cohérents avec notre logique de modération. C'est qu'il faut bien reconnaître que les dépenses de bijoux, vêtements, soins, produits dits de beauté, etc., ne sont pas négligeables dans le bilan global de la consommation des nations prospères. Les plus grosses fortunes dans certains pays se sont bâties sur un tel empire. Notre intention n'est ni de culpabiliser les femmes, ni de remettre en question les pratiques et comportements millénaires mis au service de la beauté et du charme féminin qui embellissent la vie et nos vies. Mais à la question « Comment se fait-il que cela soit aussi dispendieux ?», la réponse ne peut se suffire d'une approche comptable, car ce phénomène échappe à la simple rationalité. Je me bornerai donc à quelques considérations élémentaires sans prétention, inspirées pour beaucoup par mes échanges avec des femmes amies sensibles à cette question, car nous sommes, avec cette problématique, dans un domaine très subjectif. Au sein de la société moderne, l'image de la femme est pour ainsi dire une sorte de matière première à forte valeur ajoutée en fantasmes commercialisables de toutes sortes. La moindre boutique de presse fait étalage d'images de femmes dénudées, ravalées au rang de marchandises. En fait, innombrables sont les circonstances où les attributs sexuels de la femme sont exhibés à des fins commerciales. De telles images sont achetées et vendues selon des procédés subliminaux adaptés à l'homme et à la femme, avec force mise en scène débilitante et à grand renfort de manipulation mentale, comme la publicité sait si bien en produire. Le budget de cette dernière vient au demeurant et lourdement s'ajouter aux dépenses de beauté proprement dites. Par ailleurs, la condition de la femme dans les diverses cultures, sa dépendance historique à l'égard de l'homme protecteur, la codification juridique et morale qui confirme cette dépendance, ne sont probablement pas pour rien dans l'escalade à la sécurité par la séduction, en satisfaisant aux critères masculins. Certaines femmes déclarent se sentir dans l'obligation de se conformer, malgré qu'elles en aient, à ces règles arbitraires. Par ailleurs, les vitrines, les magazines, la publicité sont autant de moyens de s'évader et de combler un vide affectif et social. Faut-il rappeler qu'en Europe, et en France en particulier, les femmes ont dû attendre fort longtemps avant d'avoir le droit de participer au suffrage universel, ce qui n'est pas sans signification. Ce n'est pas parce que la démocratie a fini par déclarer l'égalité des sexes que cette égalité s'incarne dans les faits. Un machisme quasi indestructible demeure, enquisté dans la psyché profonde du monde masculin.
Si l'on ajoute à cela les affres du vieillissement, douloureusement ressentis comme perte du pouvoir de séduction, il devient bien difficile de ne pas se précipiter sur ce qui vous promet d'y remédier. Et pourtant, combien de femmes âgées qui, au-delà de critères esthétiques révolus, par-delà les canons et autres codes artificiels, nous émeuvent par leur beauté intérieure, par un charme d'une nature telle que rien ne peut l'altérer. Être belle ou beau, selon les critères des diverses cultures, est un besoin universel. Et l'on voit au sein de la pauvreté, dans une multitude de pays, une élégance féminine et masculine de tous les âges, mais à très faible coût. Ainsi, élégance, charme et beauté ne sont pas incompatibles avec la sobriété et ne sont pas subordonnés au niveau des dépenses que l'on peut y consacrer. Il y a là un sujet de réflexion et de méditation passionnant. Une pédagogie de l'être. Le changement de logique ne peut se réaliser sans que l'on revoie de fond en comble l'éducation des enfants. Celle qui prévaut aujourd'hui est déterminée et inspirée par les priorités de l'idéologie marchande et financière et l'abandon passif à une caste enseignante. On sait de plus en plus l'extrême importance que revêtent la conception, la gestation et la façon de mettre au monde un enfant. Trêve d'hypocrisie. Ce que tout le monde appelle éducation est une machine à fabriquer des soldats de la pseudo-économie et non de futurs êtres humains accomplis, capables de penser, de critiquer, de créer, de maîtriser et de gérer leurs émotions, ainsi que de ce que nous appelons spiritualité. Éduquer peut alors se résumer à déformer pour formater et rendre conforme. Le malaise grandissant de toute une jeunesse condamnée au naufrage, dès lors que le système ne peut l'intégrer ou la prendre en charge, témoigne de cette aliénation. L'équation qui a prévalu, en particulier lors des 30 Glorieuses, selon laquelle faire de bonnes études donnait une qualification garante d'un salaire, ne fonctionne plus dans la société de la croissance illimitée. Alors pourquoi s'obstiner dans cette option déjà obsolète ? Dans le nouveau paradigme, il faut être en priorité attentif à l'enfant, en développant une pédagogie de l'être qui permette avant toute chose de le faire naître à lui-même, c'est-à-dire de l'aider à révéler sa personnalité unique, ses talents propres, pour répondre à la vocation que lui inspire sa présence au monde et à la société. C'est le doter d'une cohérence intérieure qui lui donnera le sentiment d'être à sa véritable place dans la diversité du monde. Pour que cette naissance à soi-même advienne réellement, il est indispensable d'abolir ce terrible climat de compétition qui donne à l'enfant l'impression que le monde est une arène, physique et psychique, produisant l'angoisse d'échouer au détriment de l'enthousiasme d'apprendre. La prépondérance donnée à l'intellect, au détriment de l'intelligence des mains, auxquelles nous devons pourtant notre évolution, est une catastrophe qui fait de nous des infirmes sans que nous en ayons conscience. Elle a créé une sorte de hiérarchie arbitraire, offrant au concept la clé d'un processus décisionnel que l'expérience tangible ne peut valider. Le rapport concret à la nature est également indispensable, car c'est à elle que l'enfant doit la vie, toute son existence durant. Tirer parti d'un principe vital sans le connaître est une lacune monumentale. L'éducation doit restaurer la complémentarité des aptitudes. Les établissements éducatifs devraient tous proposer de la terre à cultiver, des ateliers d'initiation manuelle, artistique. Des jardins biologiques permettraient de faire l'expérience tangible des lois intangibles du vivant. La fécondité de la terre, sa générosité à nous offrir des aliments qui nous font vivre, le mystère et la beauté des phénomènes qui régissent l'immense complexité de ce que nous appelons écologie. L'école doit être également le lieu privilégié de l'initiation à la complémentarité féminin-masculin et bien entendu, celui d'une éducation à la sobriété peut être décisif pour la vie entière. Car l'enfant, ignorant tout en amont du processus de production des biens dont il use abondamment dans la civilisation de la surabondance, ainsi que du devenir des déchets qu'il induit en aval, en est réduit à une stricte et triste fonction du petit consommateur gaspilleur. Il est inconscient de sa participation à l'outrance collective des nantis et des privilèges sans joie, alors que tant d'enfants vivent dans des pays où le quotidien est fait de frugalité, quand ce n'est pas de misère. Paradoxalement, j'ai souvent observé dans les yeux de ces derniers une étincelle encore ardente, comme lorsque l'espérance demeure vivante en dépit de tout. L'initiation à la modération est source de joie, car elle rend plus accessible la satisfaction, abolissant la frustration que produit le toujours plus, entretenu en permanence par une publicité aux talents pernicieux, dont tous les enfants devraient être protégés.
Cette prise en otage produit des enfants blasés, désabusés, et avec le tout de suite, c'en est fini de ce désir auquel la patience donne tant de saveur et de valeur. Dans le même ordre d'idées, on constate que l'industrie du jouet participe à l'ingérence de l'adulte dans l'imaginaire de l'enfant. Saturé d'outils ludiques prêts à la consommation, celui-ci est détourné de cette capacité naturelle commune à tous les enfants du monde de créer par eux-mêmes, et avec une fraîcheur incomparable, les objets nécessaires à leur amusement. Cette créativité, en oubli de leur candeur, participerait très fortement à la sobriété par le fait qu'elle rend inutile la prolifération extravagante d'objets dont la fabrication est très dispendieuse en matières premières, souvent dérivées du pétrole, en énergie, en pollution, en recyclage, etc. Par ailleurs, on ne peut que déplorer le nombre de plus en plus exorbitant de jouets qui véhiculent des symboles pernicieux et pervers de la société contemporaine. Ils instillent dans des âmes innocentes les toxines de toutes les turpitudes, violence, meurtre, pornographie, etc. Il est du devoir urgent des États et des parents d'édicter des règles strictes pour protéger l'enfant, si vulnérable et manipulable de toutes les convoitises qui portent atteinte à son intégrité. Il ne s'agit pas de traiter cette question avec un moralisme ou un manichéisme de circonstances, mais de donner à des faits objectifs des réponses objectives qui doivent être apportées par les adultes, responsables du devenir des générations que la vie leur a confiées. Il ne suffit pas de se demander quelle planète laisserons-nous à nos enfants, il faut également se poser la question quels enfants laisserons-nous à notre planète? La condition de nos aînés. Dans cet inventaire des aspects majeurs de la condition humaine dans la modernité, comment ne pas évoquer celle des personnes âgées qui aujourd'hui blessent le cœur et la raison? Vieillir est une condition à laquelle nul ne peut échapper. Ainsi en ont décidé les règles qui régissent la vie. La jeunesse n'est que provisoire dans le carrousel sur lequel nous sommes entraînés. Or, l'organisation de la société est fondée sur un homo economicus considéré comme entité productive et consommatrice, les deux bielles du moteur de la pseudo-économie. Dans ce cas, vieillir n'est pas s'accomplir, fructifier et transmettre avant de s'éteindre, mais déchoir avant de disparaître. Il n'est donc pas étonnant que dans ces conditions, la peur de vieillir soit si répandue. L'organisation même des agglomérations urbaines, de plus en plus inhumaine, est incompatible avec la séculaire assistance mutuelle entre générations au sein de la famille élargie. La solidarité rationalisée par les dispositifs sociaux, comme la retraite, la sécurité sociale et les autres aides dispensées, touche à ses limites. Tout le monde sait que ces dispositifs sont subordonnés à la production de richesses financières. Ils s'éteindront forcément lorsque ces richesses se réduiront et même disparaîtront, comme cela est tout à fait probable. La retraitée jouit aujourd'hui d'une manne qui fait d'eux, pour ceux du moins dont la retraite est suffisante, une catégorie paradoxalement privilégiée. Certains d'entre eux, au demeurant, utilisent cette manne pour soutenir enfants et petits-enfants, parfois chômeurs en dépit de leur jeune énergie et d'une longue préparation à l'entrée sur ce que l'on désigne par la détestable expression de marché du travail. Ce déséquilibre est l'un des grands signaux du déclin de la logique dominante et contribue à aggraver le chaos social. En analysant froidement la situation, on constate aujourd'hui que les personnes âgées, avec les ressources qu'on leur octroie et les soins qu'elles requièrent, mettent le système sous perfusion. Elles sont courtisées par les politiques pour leur suffrage, ainsi que par les voyagistes, les banques et tout ce qui peut tirer profit de leur pécule. Mais qu'en sera-t-il lorsque celui-ci se sera dissipé ? Comment ne pas appréhender une fin de vie condamnée à l'isolement, à la solitude d'un univers aseptisé ? La logique de la vie humaine a toujours pris en compte la nécessité de la continuité par la transmission aux jeunes des acquis issus de l'expérience de vie des anciens. C'est merveille de voir un enfant et une vieille personne cheminer et deviser ensemble. Ils représentent alors les deux extrêmes de la vie, et par là sa cohérence et son caractère perpétuel. La modernité, en segmentant les âges et les séquences de la vie, a ainsi ajouté à la douleur des fins de vie. Quoi que l'on fasse, le maintien en vie d'une nation par des palliatifs n'aura qu'un temps. La gouvernance politique, prise dans ces contradictions, ces querelles stériles, ces échéances électorales, sondages et codes de popularité, ne peut ou ne veut voir la réalité avec objectivité et lucidité. Elle se contente de dispositifs sociaux, de substitutions comme d'une sorte d'aumône institutionnalisée. En attendant quoi ?
À cela s'ajoute l'assistance apportée par les institutions caritatives, dont le rôle ne cesse de s'amplifier. Pour la France, Emmaüs, Restos du Cœur, ATD Quart Monde, Secours catholique, protestants, populaires, Armée du Salut, etc. Sans oublier les subventions aux agriculteurs et les myriades de petites associations intervenant pour corriger les défaillances collatérales. Ces élans du cœur suscitent bien entendu notre gratitude, notre admiration, mais contribuent malheureusement à dédouaner les États de leurs responsabilités en masquant les symptômes qui devraient permettre un diagnostic plus réaliste qui inspirerait les décisions radicales et à la hauteur de l'enjeu qu'il est urgent de prendre. Devant le dénuement de beaucoup, les frustrations engendrées, l'indignation face à l'arrogance parfois ostentatoire des grands nantis, l'arbitraire politique, les vanités exacerbées, la crétinisation de masse et les manipulations de toute nature, comment ne pas pressentir un cyclone social de grande amplitude? Vouloir être exhaustif dans l'inventaire des atteintes portées à l'humain par l'homme est mission impossible. De même que les souffrances infligées par les humains à l'ensemble des créatures dont le seul tort est d'exister en même temps que nous, dans un espace qui nous est commun, semblent n'interpeller ni notre conscience ni notre cœur. Faut-il répéter que nous avons une créance de survie millénaire à l'égard des animaux compagnons de notre destin? Que serait devenu l'Esquimau sans ses chiens et toute la faune arctique qui la nourrit, le bédouin sans le dromadaire, le lapon sans le renne, et ailleurs, sous d'autres latitudes, le chameau, le yak, le cheval de trait, le bœuf, le buffle, etc. Quelle ingratitude! Le monde contemporain fait disparaître des pans entiers de biodiversité animale, aussi bien dans le monde sauvage qu'au sein des espèces domestiques, ou bien il inflige aux animaux des souffrances que la morale la plus élémentaire ne peut que récuser, ou encore les adule jusqu'à la déraison, leur imposant une existence bien peu conforme à leur véritable nature. Il m'a été difficile, à l'occasion d'un stage d'agroécologie, de convaincre les stagiaires africains du fait que les dépenses consacrées aux animaux de compagnie dans les pays riches dépassaient le budget national de certains pays dits en voie de développement. Dans la quête de la sobriété, il y a là aussi un sujet de réflexion. En fait, quel que soit le secteur de la vie moderne que nous examinons, nous constatons que nous nous situons toujours aux antipodes de la sobriété heureuse. Que de gâchis, que de déchets, de dépenses somptuaires autant qu'inutiles de la part des États. On peut affirmer sans risque d'erreur que tant que le lucre omniprésent, omnipotent et omnicrétinisant continuera à être le fluide pernicieux qui irrigue les esprits, qui déshumanise et détruit sans la moindre modération, l'espèce humaine non seulement ne pourra pas évoluer, mais régressera. Il faut être singulièrement naïf, hypocrite ou ignorant pour croire que c'est par le truchement de petites ou de grandes messes internationales sur des thématiques carbonées et autres prétextes que nous allons rendre notre histoire belle et intelligible. Car l'intelligence n'a rien à voir avec les nombreuses compétences dont nous nous sommes dotés. La vision fragmentée du réel, la spécialisation à outrance, les multitudes impressionnantes de disciplines scientifiques, techniques, médicales, les instituts et autres académies non seulement n'ont pas sauvé le monde, mais parfois participent à précipiter sa ruine. Il faudrait cesser de jeter un regard condescendant sur l'histoire passée et faire notre miel de ce qu'elle a engendré de meilleur. Il faut considérer ce passé comme un patrimoine de l'humanité à réhabiliter et à harmoniser avec ce que la modernité a produit de positif et que l'appât du gain a pris en otage en le privatisant. Mais cela ne peut se faire que sous l'égide de l'intelligence, en d'autres termes de la lucidité, qui n'est pas une affaire de cerveau bien lubrifié et performant, mais de connexion à un ordre transcendant qui préexiste à notre avènement et auquel nous devons sans la moindre contestation notre existence. Comprendre cet ordre, œuvrer avec lui et non contre lui, c'est cela l'intelligence.